Et le micro serait peut-être mieux, on me dit, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. C'était juste un problème avec le micro. Donc, avant que les gens arrivent, là, vous voyez toutes les organisations justement de l'organisation de l'organisation fédérative d'Allemagne pour l'environnement. Donc, c'est donc la fédération de toutes les associations qui s'engagent pour le développement et l'environnement. Friends of the Earth en Allemagne, Earthlight en Allemagne, BWF en Allemagne. Mais vous voyez aussi, comme par exemple une association des Alpes, des Amis de l'Alpe, des Alpes, et aussi la fédération de toutes les jardiniers, des jardiniers. Les seuls qui ne sont pas encore ensemble, c'est Greenpeace n'est pas encore chez nous. Et on est en train d'essayer qu'ils deviennent aussi membres. Donc, je peux dire que finalement, autour on retrouve dans ce Deutsche Naturschutzring en fait toutes ces organisations qui s'engagent pour l'environnement. Comme fédération, on ne peut pas parler de membres, mais membres ont en fait des membres. Mais nous représentons en fait 11 millions de personnes en Allemagne, ce qui est tout de même un nombre très significatif de gens et de résidents allemands. Et c'est le fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent finalement dans une association pour l'environnement, la préservation de l'environnement, parce qu'ils aiment découvrir la nature, aller se promener et ainsi, et donc ont beaucoup d'engagement dans ce sens. Et votre donc, poids dans la discussion politique, est-ce que ça correspond aux 6 11 millions? Je voudrais bien que ce soit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est juste en fait, c'est un peu le défi des NGO. Nous représentons beaucoup de représentants de la société civile, beaucoup d'opinions de celles-ci, mais souvent les décisions sont prises derrière des portes closes et pas avec nous, en dialogue avec nous. Donc, je pense qu'il y a une minute après 19h30, donc 19h31. Donc, on est toujours très ponctuel et c'est très important. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs. C'est notre deuxième discussion du futur. La première discussion du futur, nous avions pensé que la première discussion était un grand succès. Nous parlions de la perte de la biodiversité, et des pandémies et aussi de la perte donc, de la diversité avec un représentant du consortium du monde sur la biodiversité. Et aujourd'hui, nous avons justement Kai Niebert qui était ici. Il a plein de publications qu'il a déjà fait, que nous connaissons déjà, que nous avons déjà suivies dans les dernières années, et mais bien sûr aussi du Deutsche Naturschutzring, parce que vous êtes une référence pour nous à Luxembourg en ce qui concerne le traitement objectif de ces thèmes. Il faut tout de même le dire, et c'est quelque chose vraiment très bien, parce que comme mouvement écologique, il est très important pour nous d'avoir des analyses très objectives et très bien faites. Et on est très content de pouvoir travailler ensemble avec vous ce soir, entre autres. Il y a quelques donc informations pratiques que je voudrais dire. D'abord, la dernière fois, nous avions un débat à trois. Donc, il y avait aussi un représentant luxembourgeois. Ce soir, luxembourgeois, un expert luxembourgeois. Ce soir, nous sommes que deux. Nous voulions avant tout poser des questions à Kai. Pour les personnes qui me connaissent, comme modérateur, maintenant, je ne suis pas comme femme qui va poser, comme je ne serai pas la personne de référence, ce sera Kai qui sera la personne qui va nous donner les informations. Et puis, il y aura également qu'avec l'ASTI, donc c'est les représentants des résidents non luxembourgeois qui habitent à Luxembourg, que c'est la première fois que nous, de façon live, nous allons faire une traduction live en français. Merci, un grand merci à Lassie. Justement, peut-être qu'au début, on aura quelques problèmes. Donc, si nous parlons trop vite, nous deux, Kai, ce sera sûrement pas facile. Mais nous allons essayer donc de parler de façon lente pour que ça soit plus facile pour la traduction. Et donc, quelquefois, nous voudrons donc vous nous excuser pour des problèmes techniques. Et encore un grand merci à Lassie. À Luxembourg, c'est vraiment très, très important que les non-luxembourgeois, que les gens qui ne parlent pas l'allemand et l'afro-luxembourgeois puissent participer à ces discussions. À Luxembourg, il y a vraiment un grand déficit démographique en ce qui concerne donc la prise de considération de la population non luxembourgeoise.
Ensuite, dans les premières discussions du futur, nous avons eu beaucoup de feedback positif, mais quelque chose qu'on nous a toujours rappelé, s'il vous plaît, introduisez vos questions. Toutes les personnes qui nous écoutent, moi je vois les questions. Il y a des personnes aussi qui peuvent me rappeler certaines questions. Donc je vais donc regarder souvent sur mon écran, mais c'est ce que je vais essayer de suivre les questions que vous posez. Donc tous ceux qui vont écouter et qui ont donc des remarques, nous allons essayer le plus possible de prendre en considération vos discussions, vos questions, et ça va être donc enregistré, cette discussion, et vous allez pouvoir le voir sur YouTube et sur le site des mouvements, cette conférence, enfin ce débat. Ce soir, ce sera une discussion entre donc des faits qui vont être donc présentés. Donc, on va parler surtout du Green Deal. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne donc le développement économique et sociétal puisse être promu. Il y avait le Green Deal avant Covid et maintenant c'est le Green Deal avec Covid. Par ta perspective, quels sont vraiment les éléments les plus importants de ce Green Deal européen? Je ne sais pas si tout le monde sait très bien de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, merci beaucoup Blanche pour l'invitation et l'introduction qui a été faite. Encore une chose que je voudrais ajouter, je trouve que votre façon, justement en ce qui concerne des minorités langagières à Luxembourg, est très important. Aussi en 2015, nous avions en Suisse également, nous avions aussi essayé de soutenir cette participation démocratique de tout le monde, indépendant de la langue. Et donc, si je parle trop vite, dites-le moi. Donc, le Green Deal européen, cette idée remonte de ce Green Deal, vient de Roosevelt dans les années 20 dans les États-Unis, où là, à cette époque, dans une crise justement économique, et il en était très clair qu'il fallait y avoir des changements. Et à ce moment, il s'appelait le New Deal à l'époque. Et donc, on exigeait justement à l'époque qu'on voulait justement qu'il y allait avoir une réforme sociétale. Le New Deal, et donc c'est donc l'origine du nom de Green Deal aussi. Ça vient donc du langage du poker parce qu'un New Deal, ça veut dire une nouvelle répartition des cartes. Et donc, c'est justement cela, ce que doit juste faire ce nouveau Green New Deal, donc redéfinir et redistribuer les cartes en ce qui concerne la politique économique et sociale en faveur d'une écologisation justement de l'économie et de notre société. Le Green New Deal a donc été lancé par la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et Franzi Mananan, qui est le commissaire à l'environnement, et qui est donc, il a 6 points forts. C'est un des 6 points forts donc de la Commission pour leur programme en ce qui concerne cette législation. En principe, l'objectif du Green Deal, c'est ce que nous savons déjà, ce qui nous unit, c'est de stopper le changement climatique, de le changer, si possible, au maximum, le diminuer à 1,5, maximum 2% d'augmentation des degrés donc de la réchauffement climatique. Et donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment le point le plus fort et central de ce Green Deal. Et pour arriver justement à cette stratégie, je vais aussi revenir là-dessus, mais je dois tout de même ajouter que c'est pour ça que c'est un peu difficile, que je ne peux pas aller vraiment dans les détails du Green Deal. En fait, le Green Deal n'existe que comme cadre. C'est un narratif, c'est une image où beaucoup de choses se cachent en dessous. Et justement, cette image, c'est la neutralité climatique 2050, et elle va exprimer cela. Et ce qui est le plus facile à saisir pour l'instant, en ce qui concerne le Green Deal, c'est la débat, comment ces objectifs intermédiaires peuvent être atteints. Vous avez peut-être remarqué que justement maintenant,
donc le début justement de la Commission européenne et la présidence allemande de l'Union européenne, justement, dans quelle mesure on va se donner, arriver à cet objectif. On voudrait diminuer à 40% justement l'émission actuelle, mais ça ne va pas suffire pour avoir la neutralité climatique 2050. Et on parle maintenant entre 50 à 55%, on parle de réduction des émissions. Mais ça, c'est pas non plus assez. Il faut au moins 65% de diminution. Donc, je vais maintenant dire quelque chose de provocatrice. Il y a un certain nombre de personnes qui sont fatiguées par la disease. Il y a toujours des guerres des papiers, mais dans quelle mesure on parle ici de combien d'argent parle-t-on et quel vraiment effectif est-ce que ce sont que des recommandations? Est-ce que ce sont vraiment des directives? Où on en est finalement avec l'élaboration des objectifs et de l'effectivité. À Luxembourg, on avait fermé les frontières par rapport à l'Allemagne durant la pandémie du Covid. C'était assez absurde parce que les gens ne pouvaient plus venir travailler, par exemple, sur leur champ, sans faire des énormes détours, parce qu'il y a énormément de contacts transfrontaliers donc les gens qui croient en Europe commencent à dire, bon, mais l'Union européenne ne s'est pas montrée là de sa meilleure côté. Dans quelle mesure vraiment le Green Deal est un outil qui va vraiment donner des résultats? Est-ce des déclarations d'intention ou comment peut-on agir? Pour le moment, je dois dire que nous avons un plan avec le Green Deal, un plan derrière lequel l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne est très fortement impliquée et aussi le Parlement européen, mais où pour le moment, nous avons des statements, donc des explications très différentes. Je suis tout à fait d'accord, Blanche, avec toi, que cette crise de Corona, que ce que nous venons de vivre, qui surtout pour l'Europe était un retour en arrière, parce que ce que tu décris, nous l'avons tous vécu dans un monde où la cohésion finalement est demandée. Et donc là, les frontières ont été fermées, où chacun a regardé sa propre nation et ses propres intérêts, et jusqu'à ce que l'Allemagne a recommencé à exporter des produits médicaux vers d'autres pays. Ça a dû me durer jusqu'à l'Allemagne a accepté des patients d'autres pays qui étaient juste de l'autre côté de la frontière et où ils ont pu être soignés dans les hôpitaux français parce que justement les hôpitaux français étaient beaucoup plus éloignés. Et d'un autre côté, nous voyons tout de même aussi, et ça, nous devons vraiment avoir lieu dans le cadre du Green Deal, que certains problèmes doivent être donc résolus d'un point de vue européen. Sinon, c'est pas possible. Par exemple, en ce qui concerne le changement climatique, juste pour le citer, le changement climatique, l'Allemagne a vraiment un gros problème en ce qui concerne donc le charbon. Nous avons les réacteurs à charbon les plus nocifs d'Europe. Il y a une inclination de l'air à travers. Il y a une commission du charbon dans laquelle je suis membre, justement pour coordonner le côté environnemental de ces émissions de charbon. Et il s'est fait beaucoup de sens que l'Allemagne sort de ce chemin, de cette voie du charbon, mais nous devons le faire dans le cadre européen, donc dans une économie d'énergie européenne. Et justement, le Green Deal est un cadre. Tu as parlé de l'argent. Tu me demandes combien d'argent est à disposition. Pour l'instant, c'est pas très clair. Mais ce qui est très clair, prévu plus ou moins actuellement déjà, c'est 100 millions de milliards de non, 100 milliards d'euros qui sont à disposition parce qu'il y a la Pologne et la Tchéquie sont bien sûr dans d'autres défis que des pays comme le Luxembourg ou l'Allemagne qui sont des pays riches.
peux-tu nous expliquer ça de façon beaucoup plus concrète? Donne-nous des exemples de deux, trois instruments du New Deal qui sont justement dans la perspective du climat, où on pourrait dire, oui, là vraiment, il y a quelque chose d'efficace qui va se faire. Donc, quelque chose qui aura une répercussion donc, si on l'applique, qu'est-ce qui va changer? Il y a plusieurs aspects qu'on doit dire. Ce sont des aspects législatifs et il y a aussi des aspects non législatifs. Le, le- l'aspect le plus important, c'est le débat en ce qui concerne l'augmentation des objectifs de climat qui, justement, nous devons le mener dans cet été 2020, très concrètement. Ce débat, ça c'est le plus concret. Il y a aussi d'autres domaines, comme par exemple qu'il y ait une stratégie pour une mobilité durable, une stratégie aussi pour un développement de la mobilité des camions qui soit beaucoup plus mis en réseau. Donc, il existe tout de même beaucoup de concepts très nébuleux qui existent et qui finalement ne sont pas trop concrets. Mais Kai, donc, en ce qui concerne l'agriculture, justement, nous savons très bien que l'agriculture, la façon dont elle produit justement notre alimentation, donc elle est vraiment très nocive justement pour le climat. Et la stratégie qui doit être justement négociée dans le Green Deal, c'est le Farm to Fork, c'est-à-dire une stratégie de la ferme à la table finalement. Donc, vraiment d'aller de la ferme jusqu'à la table. Donc, c'est vraiment une partie de tout. Il s'agit de pas discuter de diminuer l'utilisation des pesticides, des antibiotiques, mais quand je vois le budget européen à disposition. Alors, le plus gros poste dans le budget européen, c'est la politique agraire commune. Où les fermiers et aussi l'industrie agricole est financée à travers ce poste. Et là, le Green Deal dit très explicitement dit non, le Green Deal prend d'autres mesures. Et aussi longtemps que les instruments centraux de l'Union européenne ne font pas partie du Green Deal, je pense que l'effectivité, enfin l'efficacité pourra que être augmenté à partir de ce moment-là. Donc, le Luxembourg est aussi bien le mouvement écologique, est une plateforme qui s'appelle Mon Agriculture, où justement, où on essaye d'analyser d'où vend l'argent, justement dans le domaine de l'agriculture. Et qui vont surtout plutôt dans une préservation de l'environnement. Donc aussi parce que les efficacités, donc ce que produisent les fermiers ne sont pas reconnus, mais aussi que l'agriculture soit utilisée ou travaille avec des outils avec beaucoup plus durables et pour l'environnement. Luxembourg, c'est justement s'est donné les objectifs les plus progressifs au cadre du plan national à l'énergie. Et nous, comme mouvement, c'est tellement beau de voir tous ces objectifs au niveau luxembourgeois, parce que plus les objectifs sont élevés, mieux c'est. Mais la musique va se faire tout de même dans le concret. Et donc, si tu dis c'est le plus important et dans le Green Deal, c'est les objectifs, alors j'ai un peu peur, hein. Le plus concret dans le Green Deal, dans les objectifs, vont être les mesures. C'est pas les objectifs, ce sont les mesures qui vont être prises. Dans ma expérience assez jeune dans le domaine de l'environnement, de la politique de l'environnement, c'est que tu dois jamais faire confiance à un politicien qui va fixer des objectifs pour après sa période législative, parce que justement, la transposition ne va pas se faire. Donc, c'est aussi une stratégie qui a été mise en place ces dernières années qu'on n'a pas pu arriver aux objectifs de climat parce qu'on avait fixé des climats finalement pour beaucoup trop long terme. Ça doit absolument pas avoir lieu. Pourquoi le débat autour des objectifs est tout de même importante? Parce qu'elle est importante dans la mesure
quand je considère des investissements qui sont faites justement dans l'industrie, ça fait une grande différence s'il doit faire des investissements en vue de 40% de réduction des émissions ou à 65% de réduction des émissions. Donc, à ce moment-là, les objectifs sont donc importants pour justement, par exemple, guider ce genre d'investissement. Il faut parler de l'objectif, mais il faut aussi voir quels sont les outils de transposition et là, ça va être vraiment difficile parce qu'à la fin, toutes les transpositions des outils vont tout de même se faire au niveau national. Et quand je regarde par exemple l'Allemagne, et que je regarde comme les cadres de justement des directives en ce qui concerne la nitrate ou le gaspillage de l'eau. Et là, je vois aussi que même l'Europe, qui est un peu le modèle de l'Union européenne, est encore derrière tous ces objectifs. Le Green Deal ne va donc avoir sa signification que si vraiment on a des objectifs très clairs, mais aussi qu'elle puisse avoir des transpositions claires dans les pays. Est-ce que le Green Deal est obligatoire par rapport aux différents pays dans sa transposition? Ben, si ça dépend des mesures qu'on va prendre. Par exemple, l'Europe va fixer son indice, donc ses objectifs des climatiques qu'on a fixés à Paris et qu'on va les mettre en directive et donc ils vont être obligatoires. Alors oui, mais quand je regarde comme par exemple l'Union européenne met en place la stratégie de stratégie en vue de 2030, qui a déjà pris du retard à cause de la crise de Corona, on aurait déjà actuellement dû transposer beaucoup plus d'objectifs là, dans ce cadre. Alors, c'est tout de même la grande partie de ces objectifs sont sur base volontaire. Mais ce que je trouve très intéressant dans les instruments prévus dans le cadre du Green Deal, c'est la Green Taxonomy. Ça veut dire faire fixer un catalogue de critères où il y aurait des investissements qui soient durables et prévus dans le futur. Où est-ce que l'argent devrait aller? Et ça, c'est très clair. Il y a très peu d'entreprises peuvent dire qu'elles sont climat neutrales. Elles ne le sont pas pour l'instant. Mais il s'agit de montrer comment, sur base de critères scientifiques, sur un chemin de climat neutralité, comment est-ce que ces investissements peuvent être pris si vraiment on réfléchirait cela pour tous les secteurs, ce serait vraiment un grand pas en avant. Je pense que nous sommes actuellement dans une phase où j'ai un peu l'impression que beaucoup de gens se posent la question comment est-ce que ça va continuer. On a eu de nouveau l'expérience qu'on a fait pendant la période Covid. La nature a été rencontrée d'une autre façon pour les personnes qui n'ont pas dû travailler, hein. Pour que certaines, il y a tout de même eu 2 phases dans la société, celle, où les gens devaient rester à la maison, après où les gens ont dû recommencer à travailler, dans leurs entreprises. Mais je pense que tout de même beaucoup de gens se sont posés un certain nombre des questions, et des peurs, qui se posent et je me demande comment est-ce qu'on va faire le lien entre, ces réflexions au niveau européen et les amener tout près aux gens qui doivent finalement les porter? Parce on a besoin d'acceptance. Les gens doivent accepter ces mesures. Il faut aussi une discussion sur ces mesures. Alors, quand je t'entends parler, je me dis, ouh là là, comment est-ce que tu vas amener les gens à les porter, ces mesures? Ces questions sont tout de même émotionnelles, pas dans le sens négatif, mais les accompagner comme personne normal, normale, mais pas comme un abstrait au niveau de l'Union européenne. C'est tout de même très loin pour les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est très loin des personnes. On a l'impression que c'est loin des gens, mais je voudrais dire, je vais donc le combiner avec une autre observation parce que nous voyons tout de même, hélas, que comment dans beaucoup de pays européens, mais pas seulement. Nous avons donc beaucoup de populistes de droite qui est en train de d'éclore et qui souvent
qui cherchent les personnes qui sont justement dans les qui sont pas au milieu de la société, mais plutôt dans ces frontières. Et donc, ils essayent donc de les rassembler et parce qu'ils se sentent à l'écart. Et moi-même, j'ai vu ça dans le travail dans la commission de charbon où nous avons rencontré des gens qui n'étaient pas sûrs, qui se sentaient insécurisés parce qu'ils voyaient que le modèle économique dans lequel nous vivons n'est pas, ne lui garantit pas sa sûreté d'emploi. Il y a tout de même, on va terminer donc le charbon, donc il va y avoir un problème d'emploi. Et donc, où on va aller? Donc, nous avons souvent un narratif comme ça, on ne peut pas continuer. Mais où est-ce que ça va aller? C'est pas clair. Et cette image n'est pas expliquée de façon consistante, de façon que les gens puissent le comprendre. Et donc, les gens commencent à avoir peur. En Allemagne, qui donc cherchaient des gens, justement ces gens qui sont insécurisés, qui sont dans les milieux de droite, qui prônent des recettes d'hier, qui vont leur dire qu'il y a des moyens de vivre comme ils n'existeront plus du tout dans l'avenir. Et donc c'est sa façon d'utiliser le Green Deal, ça pourrait être une chance de donner une image cohérente, donc montrer qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Comment finalement une Europe qui est climat-neutrale pourrait être en 2050? Et justement, ce que je trouve tellement important, c'est justement, ce sont ces 100 milliards que je viens de vous dire. Donc, cet argent qui est là pour faire une transition qui soit équitable, mais aussi pour que les personnes qui vivent dans des régions du charbon, mais ton job dans cette forme n'existera pas dans 10 15 ans, mais nous ne allons pas te laisser seul. Donc, ce qui classiquement, on dit avec les objectifs durables, ne laissant personne derrière, mais ramenant tous, on vous emmène tous avant. Donc, cet lien, mettre en lien l'écologie et le social est tellement important, justement pour amener cette transformation de manière le plus durable possible. Nous ne devons pas seulement regarder les possibilités de la planète être dans le débat du climat, mais nous devons aussi voir les possibilités sociales qui peuvent vraiment porter cette transition. Dans quelle mesure, justement, si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions. Nous sommes aussi ouverts à ces questions. Sinon, je continue bien sûr la discussion. Dans quelle mesure, justement, le Green Deal porte-t-il justement la discussion de la répartition équitable, donc répartition inéquitable finalement du capital au sein de la société? Est-ce que le Green Deal aborde cette question? Comme nous, comme mouvement écologique, nous sommes que c'est très important parce que nous pensons que le côté social est élémentaire et il faut augmenter l'équité et la justice sociale dans le cadre écologique. Je suis tout à fait d'accord, Blanche, avec cette analyse 2015. J'avais une fois calculé que la différence donc des revenus dans un pays était grand, alors que l'empreinte écologique était plus grande. Ça a à voir quelque chose avec la concurrence. Par exemple, je le vois très plastiquement, je le vois dans ma famille. Je viens d'une famille ouvrière. Mon père était chômeur quand je suis née. Il a très doucement réussi à travailler là où il a commencé à travailler. Donc, c'est un monteur de chauffage, chauffagiste. Et donc, à un moment à l'autre, je me suis donc, il s'est développé tout doucement. Et c'est vraiment ça. Il y a eu donc un salaire qui est devenu de plus en plus conséquent. Et là, vraiment, on remarque que au-delà de ce fonds de transformation, il n'existe ça ne fait pas partie, cette équité sociale du Green Deal. Au contraire, il y a beaucoup des effets paradoxes qui existent. On remarque qu'il y a des parallèles au Green Deal où on investit dans le
futur. Il existe aussi énormément de gens de subventions qui sont nocifs à l'environnement, comme ça fonctionnait dans le temps. Par exemple, diminution pour de ces voitures ou des voitures de service qui, bien sûr, te touchent surtout les personnes qui ont des revenus plus élevés. Ou par exemple, le kérosène et donc de libérer l'impôt sur le kérosène, ça aussi, hein. Mais comme justement tu en parles, justement pour rester à ce thème, nous, comme mouvement écologique, notre gouvernement, je vais le dire de façon sympathique, a fait la relance économique qui est bien sûr nécessaire pour soutenir surtout les petites et moyennes entreprises, donc, et de mettre cela sur une politique subvention, donc donner encore plus d'argent pour rénover les logements, etc. Et les réformes structurelles, comme amener de double type d'imposition. Nous avons à Luxembourg vraiment les impositions les plus basses. Ça, ce sont vraiment des éléments très, très chauds hein, à négocier. La relance économique, on va avoir des points de bonus. On reçoit toujours beaucoup plus d'argent, bien sûr, pour des vélos. Mais là où il devrait y avoir vraiment une réforme du système, une imposition juste de l'environnement, ça n'arrive pas, encore une fois, à notre gouvernement. Ce genre de mesures ne sont pas faites. Est-ce qu'on pourrait avoir la confiance de dire, de prendre des mesures qui sont finalement pas populaires, si on sait que comme ça, on peut réussir à amener un changement écologique? Nous allons juste avoir la courbe, donc le changement si nous changeons le système. Au-delà du système de Green Deal, nous discutions sur le Green Recovery Package, comment nous pouvons sortir le plus possible de cette crise de manière, en pensant à des critères écologiques. C'est vraiment une débat finalement très simple d'un point de vue d'une politique, parce que finalement, on prend de l'argent frais, on fait des dettes et on fait donc du bien. C'est exactement ce que tu dis. On donne de l'argent, 1 milliard, on subventionne là, on fait subventionne ici. En Allemagne, la dernière nuit, nous avions également le projet économique conjoncturel qui a été voté. Moi, je dois dire que c'était bien parce que finalement, il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui ont été décidées, mais c'est quelque chose complètement différent que changer vraiment les structures, changer vraiment du cadre financier qui soit plus écologique. Et là, on doit savoir que quand on regarde un peu dans l'histoire de l'économie, de la politique de l'environnemental, les subventions, il n'y avait jamais des subventions qui faisaient une différence, qui faisaient la différence. Il y avait toujours des subventions qui étaient liées à des lois, surtout dans des interdictions et des règles. Quand on regarde par exemple donc la fermeture du trou d'ozone, où il y avait il y avait un protocole qui avait été fixé quand on regarde l'obligation de nettoyer justement les égouttières, des décharges avant de les mettre dans l'eau, les filtres de catalysateurs, etc. C'était toujours des mesures qui étaient restrictives, d'interdiction et là, on a peur de cela donc ça, c'est très facile à dire. Alors ça aussi c'est un problème. À côté du Green Deal, il a peut-être ce Green Deal en soi-même, il a le do not harm principe, c'est-à-dire on peut pas créer des dégâts écologiques. Et beaucoup de politiques européennes, ils se basent là-dessus, mais ils ont quand même beaucoup d'influence sur le climat. Mais en même temps, nous avons one in, one out règle, c'est-à-dire pour chaque nouvelle directive européenne, il y a une autre
réglementation qui doit sortir. Et là, il faut vraiment penser, lorsqu'on parle de législation claire, ça c'est quand même ça c'est une paralysée catastrophale. Un moment, je vais encore à nouveau parler sur la question des finances. Alors, ces subventions qui sont nocives à la nature pour l'économie, seulement en Allemagne, nous avons 75 milliards d'euros qui sont versés à ces firmes. On a un programme de conjoncture qui, qui fait même plus de 130 milliards d'euros et qui va subventionner des choses nocives pour notre environnement. Et là, on se demande pourquoi est-ce qu'on finance ceci et ces subventions qu'on a, aussi longtemps qu'on a ces subventions et si on ne va pas commencer à imposer plus les kérosines, c'est-à-dire tous les euros qu'on va investir dans le futur, il y aura quand même des autres euros qu'on a déjà investis auparavant. Alors, pour le Luxembourg, nous avons 700 millions qui sont investis dans l'agriculture. Et ça, pour un petit pays, c'est quand même beaucoup d'argent, surtout pour pour l'agriculture et pour l'alimentation. Mais on utilise cet argent pas assez bien. Et chaque luxembourgeois, il subventionne aussi avec combien euh, il va subventionner avec 18 000 euros, il va subventionner des voitures de service. Et on a eu des études ici où l'argent rentre ici au Luxembourg, qu'est-ce qu'on va subventionner? Et bon, ça c'était une accolade à côté, mais je voulais encore demander, est-ce que maintenant, est-ce que c'est le bon temps pour faire des interdictions? On a maintenant l'impression que les personnes veulent avoir maintenant plus de liberté. Alors, cette idée de liberté, est-ce qu'on va pas exagérer un peu? Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut enlever encore plus de liberté aux personnes? Si on pense qu'est-ce que sont ce qu'on éprouve comme égalité, comme justice. Hum, il y avait des personnes qui ont dit, il faudrait alors, il y a des personnes qui avaient dit si on enlève les TGV, alors il faudra faire plus d'avions. Et là, il y a eu quand même un grand shitstorm. Alors, non, pas du tout. Les personnes, euh, pour vraiment pouvoir penser un peu à ce qui est derrière ceci, beaucoup de libérales qui disent toujours il ne faut pas interdire, non, les personnes doivent savoir ce qu'ils veulent faire. Ils doivent savoir comment se comporter climat neutral. Alors, je vais vous montrer un problème, un exemple. Moi, je travaille à l'université de Zurich et là, je fais aussi beaucoup de politique à Berlin. Maintenant, j'aime aussi, moi, j'adore prendre le train pendant la nuit. Pour le moment, il n'y a pas de train pendant la nuit, pour le moment, dû au corona. Mais là, une nuit avec le train, ça me coûte 250 euros pour une route. Allez, pour une route. Alors, aller-retour, ce sera 500 euros. La Suisse, elle me vole pour 100 euros aller-retour. Et, et elle peut le faire parce que il n'y a pas de TVA sur les vols internationaux, il n'y a pas d'impôt sur le kérosène et les trains entre Zurich et Berlin, il y a quand même un loyer qu'on doit payer sur les chemins de fer qu'on utilise. Alors, on paye beaucoup de loyer pour ces chemins de fer et là, le train, il paye beaucoup plus que si l'avion, il doit payer aussi un loyer lorsqu'il atterrit. Et là, c'est un peu une mauvaise idée de la mobilité. Nous avons une mobilité qui est pas bien faite. C'est pour ça que cette argumentation, si on laisse faire les personnes elles-mêmes, ça ne fonctionne pas. Parce que moi-même, qui, lorsque je fais un voyage, lorsque je vais à une conférence à Berlin, alors moi, je peux déposer mes coûts, mais je dois quand même utiliser les moyens les moins chers. Et ça, c'est un problème. Alors, on nécessite d'un côté
il faut qu'on arrête avec ces impositions qui n'existent pas. euh, et il faut avoir plus de débats et plus de règles dans cette problématique conjoncturelle. Mais c'est un débat qu'on doit faire parce que dû à ce débat, on pourra avoir quand même un bon New Green Deal et on pourra faire changer tout cela. Alors, comment est-ce que toi, tu vas vendre cette idée? Parce qu'on parle quand même de changement d'habitude. Et comment est-ce qu'on peut imposer un changement de mentalité et aussi d'avoir une collectivité qui est derrière tout ceci? Pourquoi est-ce que moi, je devrais faire quelque chose d'autre qu'une autre personne? Alors, euh, est-ce qu'on est déjà prêt à faire ce changement? Et moi, je fais ce qui est fait, et si c'est des choses pas populaires, là, il faut aussi penser. Et même si on va augmenter les prix des vols, c'est aussi quand même pas le bon chemin peut-être. Mais où est-ce que toi tu vois les chances pour qu'on puisse avoir une conversation avec le public? Alors, pour ce qu'on a pour le moment, ce qu'on voit, surtout en Allemagne, on a fait des sondages. Lorsqu'on a parlé sur tous ces programmes conjoncturaux, il y a quand même 80 ou 90% des personnes qui veulent quand même faire un changement écologique. Nous avons aussi, si, si je revois un peu les sondages, il y a, il y a en Allemagne quand même des études qui ont été faites où on montre l'écolo comment est-ce que les gens pensent écologiquement ici en Allemagne. Et là, on montre que, par exemple, 94% des citoyens allemands, ils sont d'accord avec ceci qu'on nécessite des règles très claires, des législations très claires pour aussi aider les générations du futur. C'est-à-dire, toi, tu es positif pour ceci. Oui, mais dans le jour à jour, ils ne se comportent pas comme cela. La- le gouvernement, il a fait une étude où il a montré que nous, on montre l'empreinte écologique des personnes, et là, on montre que qu'en moyenne, le citoyen, que tous les citoyens, ils sont quand même dans les normes, mais après, il y a ceux qui ont beaucoup. Il y a des personnes comme toi et moi qui sont un peu plus écologiques, qui sont un peu plus environnementales, et aussi les autres qui sont en train de streamer et qui nous regardent. Eux, ils ont quand même un impact, une empreinte inférieure. Et ça montre. Et qui sont les personnes qui ont moins d'empreinte écologique? Et ça, c'est naturellement les personnes qui gagnent le moins d'argent. Et aussi les personnes, oui, exactement, les personnes qui n'ont pas d'argent. Et ça montre un peu, dans la règle, l'argent, euh, notre sentiment écologique, ça a à voir avec notre volonté, notre bonne volonté, mais aussi directement avec l'argent qu'on gagne. Et là, là, on a quand même des règles très claires. On peut tout simplement faire des règles pour interdire ça à des gens. Et ça, c'est quand même possible sans qu'on puisse imposer des interdictions à des personnes. Mais moi-même, par exemple, des- moi, j'ai plus pris d'avion depuis la crise de Corona, et ça me manque pas du tout. Et si je fais ici une conférence en ligne, cette digitalisation, ça a quand même eu un grand mouvement, ça s'avance vers le futur, et il y a beaucoup de changements qui se sont faits. Et là, il faut aussi voir un peu des individus, comment est-ce qu'ils vont se porter. Alors, il y avait aussi une autre étude qui nous a montré quelles sont les émissions de CO2, comment est-ce qu'elles sont descendues lors de cette crise du corona. Dû à ces mesures de lockdown qu'on a eues dans les différents États, là, il y a eu quand même une grande baisse du CO2. Et là, ces études, elles montrent, globalement, le CO2, les émissions, elles ont été réduites par 17%.
et, et en Allemagne, elles ont été réduites par un quart, c'est-à-dire 25%. Et alors on a dû voir quelles étaient les mesures qu'on avait. On n'avait plus le droit d'aller devant la porte, on n'avait plus le droit d'aller au travail, on ne pouvait pas faire des voyages. Et, et puis c'est seulement un quart, c'est-à-dire trois quarts de nos émissions du CO2, de ce qu'on doit changer, c'est en dehors des ménages. Alors c'est là qu'on nécessite vraiment une grande transformation qui peut tout simplement être faite politiquement. Moi, personnellement, moi, j'ai pas beaucoup d'impact là-dessus, comme un individu. Alors, tu sais qu'est-ce que moi, ça me manque? Toi, tu avais dit que moi, ce qui m'a manqué beaucoup, moi, j'étais toujours ici au travail, a eu le droit de venir. Moi, j'ai toujours pris maintenant le vélo et j'avais un chemin un peu dangereux. Mais j'ai quand même eu ce sentiment de sécurité de ce chemin de cyclable que j'ai pris. Et là, c'est quand même un peu la mentalité qu'il faut qu'on poursuive. Moi, j'ai deux questions. On va encore faire un quart d'heure pour que ça ne devienne pas trop long. J'espère que tu auras la chance de répondre à ces questions. Nous avons maintenant des nouvelles lois européennes en ce qui concerne le European Green New Deal et comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles lois écologiquement bien. Alors, quelles sont les chances que ces propositions, elles deviendront aussi des lois dans tous les pays? Et pour que dans tous les pays de l'Union européenne, on ait les mêmes lois. Alors, quelles sont les chances? Exactement. Ça, c'est une conséquence et il faut aussi l'introduire dans les différents pays. Alors, tous les États membres, ils se sont engagés pour que ce qui a été dit à Paris, pour que ça soit fait. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant ici en Europe. Nous avons ces nouvelles lois et de ces lois, je peux tout simplement pas encore faire assez de prognoses parce que je ne vois pas encore beaucoup trop les chances, mais je vois quand même la nécessité et je vois pas d'autres chances à ce qu'on est maintenant pour qu'on puisse avoir des nouvelles lois et pour que ça devienne aussi la réalité. En Allemagne, nous avons maintenant une nouvelle loi, protection du climat, ce qui nous montre aussi le chemin euh, entre les différents secteurs. Il faut quand même avoir encore beaucoup de dialogue. Et je suis aussi très content d'avoir des débats entre la ministre de l'Agriculture et aussi le ministre du Transport. Et si est-ce que les Allemands doivent manger maintenant moins de viande ou s'ils doivent prendre moins la voiture. Alors ici au Luxembourg, on a aussi une loi qui est en législature, en voie d'être votée, et c'est pour cela que je te demande. Et, et cette, en ce qui concerne cette loi, aussi dans des différents secteurs, ça va être réglé par après. Mais il y a aussi beaucoup d'organisations qui m'ont dit que ils nous ont dit que cette loi pour la protection du climat aussi au Luxembourg, en ce qui concerne la mobilité, l'agriculture, et là, il faudrait quand même encore faire des ajustements. Alors, donc, et maintenant, on a enlevé un peu ceci dans ce projet de loi. Si maintenant il y a un secteur qui ne va pas arriver à ses buts, alors on va parler dans le gouvernement et alors il faut pas dire si un autre secteur va renforcer ses buts. Et moi, je suis très sûr que dans ce conseil de gouvernement, moi j'aimerais quand même qu'on veut aussi quand même réduire plus de CO2 et moi je trouve quand même c'est un peu pas bien comme on s'est fait ici au Luxembourg. C'est-à-dire l'un, il peut produire plus et et l'autre secteur, il doit être forcé à produire moins. Par exemple, si on dit que l'agriculture, toi, tu vas pas y arriver, alors c'est vraiment pas réel, ceci. Oui, c'est ce que je voulais dire avec mon exemple. En Allemagne, on fait exactement la même chose. Et, et à la fin, j'ai peur que ça va tout être déplacé dans le secteur le moins important, ou là où on peut encore faire beaucoup, c'est le secteur de l'énergie. Et là, on n'a
parle là en Allemagne, on voulait déjà faire pendant la crise du corona, on avait 60% de l'électricité que ça venait de ressources renouvelables. Mais qu'est-ce, en ce qui concerne le marché et comment tout est changé, il, il faut, on nécessite un peu plus de temps de transition peut-être. Et alors, ces répartitions entre les différents secteurs, là, on nécessite des bonnes lois. Et il faut aussi que ces différents secteurs se tiennent à ces mesures et à ces buts. Une question sur un autre thème un peu. Euh, nous, on parle aussi de la biodiversité et d'autres idées. Et dû au Covid, on a aussi vu que nous nécessitons des nouveaux modèles de travail. Nous nécessitons des nouvelles manières de penser, comment faire de l'économie. Et, et on parle aussi d'un revenu minimal. Alors, on veut aussi on va aussi organiser une fois une discussion du futur, mais est-ce que vous, comme Deutscher Naturschutzring, est-ce que vous avez un peu une idée en ce qui concerne la biodiversité, mais aussi en ce qui concerne la qualité de vie? Est-ce que, est-ce que vous avez des idées là? Alors concrètement, en ce qui concerne le revenu de base minimum, nous n'avons pas trop d'idées, mais les stratégies qu'on a vues déjà au passé, c'est que on a des bons contacts avec des autres mouvements sociaux, aussi avec les syndicats par exemple. Là, on va intensifier le contact, mais aussi avec, avec le syndicat des locataires et aussi d'autres ONG à but non lucratif. Et là, on se met ensemble pour pouvoir travailler sur de nouvelles idées. Alors là, on peut tout simplement aller ensemble, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Je vais le dire de la façon suivante. Le European New Green Deal, il est très attractif parce que c'est un programme de croissance vert. C'est-à-dire, on veut quand même avoir encore toujours une croissance économique. Alors, est-ce que toi, tu y crois à cette croissance? Alors, moi, je me mets derrière tout simplement et je veux dire, pour pour sortir un peu de cette énergie fossile, oui, ça c'est déjà le bon chemin, ça c'est un bon début. Mais lorsqu'on a, lorsqu'on pense jusqu'à la fin cette idée de croissance, comme nous, on le sait tout, nous comme un scientifique, on le sait qu'il n'y a pas de croissance illimitée. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire cette stratégie, elle est limitée. Et il faut aussi penser à une phase de post-croissance. Comment est-ce qu'on peut faire répartir toutes les ressources qu'on a? Comment est-ce qu'on peut répartir ces croissances? Et ça, c'est pas maintenant la position du Naturschutzring, mais ça, c'est de mon point de vue des idées lorsqu'on parle de revu- revenu général. Et là, il y a beaucoup d'idées qui vont faire porter des autres idées. Ja, ganz genau. Ich kann auch ganz klar, also ich hatte, ich weiß gar nicht, kann ich dir noch irgendwelche Links oder sowas schicken, die ihr euren Zuhörern zugeben könnt? Schicke ich dir gerne zu. Also um mal ein Beispiel zu bringen. Ich war in der Kohlekommission, die eigentlich Kommission für Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel heißt und Wachstum aber ganz vorne mit dabei hatte. War ich aus der Umweltbewegung mit einem Vertreter von Greenpeace und einem Vertreter von Bio écologique et aussi de Greenpeace. On était à deux.
Et justement, on a vraiment s'est battu pour sortir de Chambord. Nous avons discuté de questions de croissance et de changement de structure. Mais après ces commotions, nous avons écrit un article commun pour montrer que pour avoir vraiment une solution de la crise écologique, il faut aussi discuter justement de parler du bien-être au-delà du paradigme des croissances. Et là, les syndicats ont participé. Non, seulement nous et Greenpeace et Friends of the Earth, là, mais aussi ils sont tout de même intéressés à ces débats parce que ce qui est tout de même intellectuellement un peu à hauteur, il sait très bien que la croissance telle qu'il est fait actuellement, ce n'est pas possible à long terme. Et donc, il faut vraiment faire le débat. Qu'est-ce qui va venir après? En théorique, il y a quelques questions qui sont entrantes. Je vais vraiment te poser une question très, très, très pratique. Je vais la lire. Comment vous expliquez-vous que tout de suite après le lockout, il y a donc de nouveau beaucoup de déchets dans la nature parce que ça coûte tout de même rien de mettre ces déchets dans une poubelle. Nous retombons trop vite dans des anciennes habitudes. Moi, je peux que dire euh, en tout cas ici à Berlin où j'habite, je vois des changements. Je peux rien dire sur le déchet, mais je vois des changements. En tout cas, ce qui concerne la mobilité, tu as parlé du vélo tout à l'heure, et aussi comme c'est tellement dangereux de rouler en vélo. Cette année, j'avais déjà 2 accidents de voiture où j'ai eu un problème avec des voitures. Mais 2 fois, c'était pas ma faute. Donc j'ai tout de même eu donc il y avait même mon fils qui était dans la remorque de mon vélo. Mais justement, ce que je veux dire, que je vois en Allemagne, quand je regarde dans un magasin de vélo pour acheter quelque chose ou pour une réparation, ils rigolent, ils disent, vous pouvez revenir au début août, parce que justement, il y a trop de demandes. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un changement, mais ce changement, et je vais le dire encore une fois, ne va avoir lieu que s'il y a un cadre très clair. Nous devons le collapse des voitures dans les voitures, dans les villes, on ne va l'avoir que si nous avons des bus qui sont sûrs et qui arrivent à temps. Et qu'il y a aussi qu'il y ait des pistes cyclables qui soient sûres aussi pour des personnes âgées. Et si on crée donc des cadres clairs, ça va bien sûr pas éviter les problèmes des déchets dans l'environnement, mais je pense on peut parce qu'alors on revient au droit et aux discussions des interdictions législatives et aussi il y en a donc vraiment besoin aussi de ces lois pour que ça devienne cher de jeter justement les déchets dans l'environnement au lieu dans la poubelle. Nous, comme mouvement, nous sommes aussi d'avis que chacun doit faire son mieux, mais montrer que les gens, que comme si les obligations, enfin la responsabilité est sur l'individu, ça ne semble pas juste. Chaque année, nous avons toujours une journée du vélo, tout le monde sur le vélo, où nous faisons donc un chemin sur 16 kilomètres qui est fermé à ce jour-là, justement pour les vélos. Et cette année, nous ne pouvons pas le faire à cause du Covid. Ça n'a pas encore été autorisé, mais je peux déjà le lancer maintenant. Nous allons le faire maintenant. Nous allons cette année lancer en lundi. Chaque personne intéressée nous envoie un petit vidéo de 30 minutes, 30 secondes, 1 minute, où lui est énervé que justement le vélo n'est pas assez soutenu, où il dit, ou d'un point de vue positif, dire ah ça c'est vraiment quelque chose de bien et je voudrais faire un appel à vous tous, envoyez-nous ces petites vidéos, nous voulons faire un peu de ambiance, nous voulons montrer que le Covid a montré comment nous trouvons la chouette de vivre autrement, d'utiliser le vélo, d'aller se promener, soutenez-nous, envoyez-nous justement ces vidéos pour nous envoyer ces situations. Là, je voudrais qu'il y aurait mon vélo qui puisse y rouler tranquillement et nous allons justement lancer cette action lundi. Kai, j'avais encore presque une question pour conclure. Je dois dire, je t'ai connu par tes propositions sur un thème
le mot anthropocène. C'est très populaire, c'est très bien à faire comprendre. Au niveau de la communication, on le comprend très très bien. Est-ce que chacun voudrait savoir finalement ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous expliquer de façon très rapide? Parce que ça, apparemment, c'est une des points centraux des idées pour le futur. Oui, je suis pas un biologue, mais cette idée l'anthropocène, donc de ce concept, vient de l'écologie en fait. En fait, il s'agit, vous vous rappelez peut-être de votre période scolaire où vous aviez des enfants, l'enseignement de la géographie, de la géo et de l'histoire, où il y avait les périodes des dinosaures. Nous avons aussi donc nous avons péri des périodes chaudes, les périodes des glaces. Et il faut savoir que l'être humain a donc travaillé, a donc amené tellement de changements à travers son travail et sa présence sur le monde. Non seulement quand on regarde à l'extérieur, on a une monde qui est complètement constituée et qui a été une constellation faite par l'homme, mais aussi à l'intérieur justement de la Terre. On voit dans la géologie, on voyait toujours les époques du développement de la Terre, et nous avons donc remarqué que nous sommes maintenant dans la période de l'être humain, l'Anthropocène, et nous habitons justement dans cette époque. Et justement, quand on regarde la crise climatique, le fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de mourir, et si on regarde la corona crise et qu'on regarde tout ça un à côté de l'autre, c'est justement un signe de cette Anthropocène. C'est donc une période où l'être humain arrive dans donc dans des endroits ou dans des constellations où il n'était pas avant présent, et qui fait des changements, il change les espaces et qui sont très dangereux finalement, ces changements, où l'atmosphère est donc considérée comme un magasin donc emmagasinement de CO2, où l'agriculture est donc fait où tous les organismes synthétiques sont justement sont finalement dans l'agriculture, et 90% de tous les espèces animales sont justement, beaucoup sont tuées pour notre consommation. Et c'est justement l'expression de cet anthropocène. Et ce que je trouve très intéressant dans cette idée d'anthropocène, d'un point de vue d'une association pour l'environnement, c'est qu'elle montre que tout ce que nous faisons a une conséquence, a un impact écologique. Et aussi peu que nous pouvons vivre à côté de l'environnement, nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement. Donc, nous pouvons revenir. L'objectif n'est pas retourner sur les arbres au temps de Pierre, de Néandertal, mais nous devons, je crois, nous avons la chance, par exemple, comme le Green Deal, d'avoir donc créer une humanité qui est durable. Merci beaucoup. Encore un mot qui va aller droit au cœur des gens. On s'engage tout de même parce qu'on a une vision positive de l'avenir. On s'engage pour des réformes structurelles. Tu comprends ce que ça veut dire? Quelle est ta position ou ta vision positive? Pourquoi tu t'engages et pourquoi tu veux motiver les gens là, au niveau de la société civile? Moi, je veux vous dire pourquoi je me suis engagée au début. J'ai commencé mon engagement quand j'ai commencé à réfléchir sur la crise climatique, quand je suis allée me promener et quand j'ai été au pied d'une montagne où j'ai pratiquement eu même
une pierre qui m'était sur ma tête et j'étais presque mort à ce moment-là. Et c'était vraiment une expérience très personnelle. Et c'était vraiment un moment où j'ai voulu m'engager parce que nous vivons dans un moment très, très intéressant. Je suis sûre, nous allons vivre la fin de l'énergie fossile, la fin le moteur à explosion, euh, la fin, et nous allons vivre comment cette société va changer. Et ça me donne l'envers et l'économie du bien-être dans le sens le moins est mieux, le sens de plus de solidarité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça aussi, nous allons voir comment les conditions écologiques vont changer. Justement, dans cette période de Corona, nous avons justement vécu combien combien les relations entre sociales, les amitiés, le vivre ensemble est important pour nous et que nous en avons et que ça ne peut pas remplacer le consommation capitaliste, mais c'est justement les relations entre les êtres humains qui nous sont très chères. Et ça nous donne tout de même, me fait du courage. Et ça, donc justement, que les crises écologiques et sociales, donc justement, peut nous amener sur des nouveaux chemins. Merci beaucoup à toi et à tous ceux qui ont écouté. Demain, ce sera online, aussi avec quelques links. Nous avons aussi un plan, une deuxième discussion du futur avant l'été, peut-être sur le thème du revenu de base. Et aussi sur le thème de la croissance, mais nous avons encore pas mal de discussions qui sont en cours. Je vous connais, vous êtes actifs, donc nous espérons que ça va marcher et nous allons continuer aussi après les vacances d'été. Nous allons faire des mix entre conférences live et conférences Zoom. Les deux ont des avantages. Nous sommes très contents pour ceux qui ont écouté. S'il vous plaît, donnez-nous vos réactions. Dites-nous ce qui était bien, ce que vous n'avez pas si bien vu que ça, ce serait mieux. Et la prochaine fois, nous allons aussi être de nouveau à 3 ou à 4. Mais merci beaucoup pour tout ce que... Et donc maintenant, nous allons revenir à nos relations sociales. Toi à Berlin et moi à Luxembourg. Merci aussi pour l'invitation et merci pour la discussion. Et donc, je vais donc être contente de vous revoir d'un point de vue personnel. Ciao, au revoir à tout le monde. Ciao.